donc je suis avec une fois de plus avec Monsieur Bobine. Bonsoir. Bonsoir Julien. Donc je sors, donc nous deux c'est un peu différent. Moi je sors tout juste de ça. Et toi tu l'as vu quand je devais le voir avec toi. Je l'ai vu lundi matin. Lundi. Et donc ouais, moi je suis vraiment sorti de la salle et toi t'as eu le temps un petit peu de... J+, ouais, j'ai eu le temps de digérer un peu. De faire mariner tout ça. Et autre différence c'est que tu as lu le bouquin. Et j'ai surtout lu le scénario entre-temps de Cary Fukunaga, qui était le premier réalisateur sur le projet, qui a bossé dessus un petit moment, qui a développé, donc c'est avec David Palmer, je me souviens plus comment s'appelle l'autre scénariste, mais en tout cas il a développé le scénario pendant... Merci. Hop, c'est nos bières qui arrivent. Donc il a développé une première version. Entre-temps, le film est passé de Warner à... Merde, c'est quoi? C'est Tristar, je crois. Enfin, en tout cas, il s'est barré de chez Warner. Et Cary Fukunaga s'est barré en même temps pour la raison habituelle, créative différente. Il n'aimait pas ce qu'il faisait de son travail, quoi. C'est ça. Donc c'est Andy Muschietti, enfin le réalisateur actuel, qui a repris le projet, le scénario a été réécrit, je pense, par les producteurs. Donc il y a quand même quelques différences entre le projet tel qu'il était et tel que tout le monde avait fantasmé, parce que tout le monde est... Enfin, moi... Pour resituer Cary Fukunaga, c'est le mec qui est sur True Detective. Saison 1, Beast of No Nation. Il a quand même une carrière assez intéressante. True Detective, la saison 1, elle démonte. Moi, dans ce que tu as cité, c'est ça qui me parle. Je me dis que c'est pas un tâcheron, le mec, quoi. Et surtout, il y avait des thèmes communs, en fait, entre les deux. Le fait que certains lieux peuvent se charger de l'histoire de True Detective, en fait, il y avait, je sais pas si ça puisait directement dans le bouquin de King, mais en tout cas il y a des choses qui se recoupent et qui sont dans le scénario et qui ne sont pas dans le film fini, ou juste évoqués. Donc ça on pourra parler. Moi du coup à la sortie j'ai plutôt bien aimé. Même je suis dans le même état actuellement, même peut-être un peu plus que plutôt bien aimé. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Après je trouve que le film a plein de problèmes de structure principalement. Tu veux dire au niveau du découpage Au niveau du découpage en scène, mais c'est Andy Muschietti, c'est le réalisateur de Mama. Et Mama avec déjà, je trouve, c'était un très bon film. C'est un film d'horreur aussi, avec un budget, c'était pas fauché, mais c'était pas un budget énorme. Et produit par Guillermo del Toro. Ouais. Donc avec quand même une DA... une DA à l'avenant, c'est-à-dire que Muschietti, c'est quand même quelqu'un qui sait tenir une caméra. La DA elle était nickel, il y avait des petits élans baroques qui n'étaient pas dégueulasses dans Mama, notamment le final, au bord d'une falaise avec une espèce de lumière bleutée, on sentait que le mec savait ce qu'il faisait. Il y a l'impression dans ça que les séquences entre les moments où les gamins ont les apparitions de Pennywise, donc le clown. Chacune le clown vraiment ou les matérialisations aussi de leur propre les apparitions, oui. Les apparitions sont un peu aléatoires, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils vont être ensemble, puis après il va y avoir une scène d'apparition de ça, puis après il va y avoir pas vraiment de lien ni de logique. Et la chose moi qui m'a sauté aux yeux en lisant notamment le scénario de Fukunaga, c'est que c'était beaucoup plus fluide dans le scénario original. Ah ouais, c'était plus rapide. Mais tu vois, moi, je te le disais un petit peu avant qu'on commence à enregistrer, moi en l'occurrence, ça m'a sauvé ces coupures, ces cassures de rythme et de registre. Parce que moi à la base, les films d'horreur, je partais loin pour l'apprécier, quoi. Autant j'aime, tu vois, je trouve que ressentir la tristesse ou de la mélancolie, c'est une émotion que je peux rechercher au cinéma. La peur, j'aime pas ressentir la peur, je la fuis comme la peste. J'avoue que je suis un peu une flippette moi aussi, mais paradoxalement, je pense pas qu'un bon film d'horreur doive faire peur. Mes préférés sont pas ceux qui font le plus peur. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple Crimson Peak et j'ai pas eu peur une seule seconde. Et après le film dit clairement que c'est pas un film non plus de flippette. Ouais. Après les bons films d'horreur c'est ceux qui sont pas que un film d'horreur justement. C'est ça, c'est qui distille quand même une ambiance, quelque chose qui va te hanter un petit peu. C'est des films qui hantent en fait plus que... Ça pour le coup je pense que c'est pas que c'est difficile à rater mais... Je peux poser mon verre ici? Oui, allez-y. Ah, bien sûr. C'est que t'as quand même une histoire, c'est le meilleur bouquin de Stephen King, c'est son chef-d'œuvre on va dire. Il en a fait plusieurs des chefs-d'œuvre je pense parce que je l'ai pas lu. Parce que globalement le film est fidèle à, moi j'ai pas quitté 60%, mais 60% du scénario de Fukunaga. Et je pense que les meilleurs passages viennent du scénario original de Cary Fukunaga en fait. Moi tu vois ce qui m'a le plus plu, et tu vas me dire si ça vient de lui ou pas, dans les aspects autres que la trame principale, quoi, le premier degré, c'est ce truc des parents qui transmettent leur névrose à leurs enfants et tout ça. Ouais, c'était dans le livre et c'est aussi dans le scénario original. Je savais pas du tout qu'il y a ça j'ai trouvé ça vachement bien, quoi. Après là, quelque chose qui est aussi différent, c'est que les parents sont quasiment invisibles dans le film. Ils sont vraiment en second plan, alors qu'ils sont beaucoup plus présents dans le scénario original de Fukunaga, notamment
notamment le personnage de Mike. Donc Mike, c'est celui qui arrive en tout dernier. Celui qui ses parents sont morts et qui exécute, voilà. Qui est dans la ferme, quoi. Donc lui, c'est un gros problème du film aussi. Il est en retrait par rapport aux autres. Il se contente de faire de la figuration. Vraiment, le film a été beaucoup plus centré autour de ça dans le scénario de Fukunaga et beaucoup moins, je trouve, dans celui-ci. Alors, il est plus centré sur le Club des Losers, qui est plutôt réussi. On est très très loin, je pense, de Stranger Things. Je trouve que les gamins sont attachants. C'est pas trop doudou. On n'est pas non plus dans parce que ça se passe dans les années 80, pas mal de gens ont effectivement dit oui, c'est encore de la Stranger Things exploitation. Au final, ça s'explique assez facilement, c'est que le public de maintenant qui va voir le film, ça lui parlera plus des années 90 que les années 50, ça fait un lien plus direct. C'est même tout simplement un choix d'adaptation assez logique quand tu penses que le livre en fait a été écrit dans les années 87, 80. Ça se passe en fait, le présent se passe dans les années 80 dans le bouquin, donc l'enfance des gamins se passe dans les années 50-60. Ouais, donc finalement c'est un peu la même chose. Donc la seule chose qui est vraiment respectée, c'est les 25 ans d'écart. Le bouquin est censé se passer au présent. Ouais. Donc, c'est normal de faire le film au présent, ça ne me choque pas en fait. Non, mais non, il n'y a rien qui fait que, vu que de toute façon la créature traverse l'histoire de Derry, théoriquement ils peuvent faire un film à n'importe quelle époque. Ils peuvent adapter un film qui se passe en 1800 ou un truc comme ça, à partir de où ça se passe après la création de Derry. Ça peut faire une bonne idée de série d'ailleurs. C'est là où je pense que c'est un bouquin tellement dense, parce qu'il y a aussi le problème de la structure. Alors ça c'est quelque chose qui était aussi dans le scénario original, c'est que le film est coupé en deux. Il est coupé en deux parties, alors que le bouquin c'est les adultes et les enfants et ça se passe par flashback. Les deux timelines sont entremêlées, se répondent. Après, en termes d'adaptation, c'est quasi impossible. En cinéma, tu as 7 personnages principaux, 7 timelines qui se passent à 2 époques différentes, qui s'entremêlent. Dans le bouquin, c'est brillant. C'est franchement brillant, quoi. Par contre, en film, il y a le téléfilm qui est sorti, là, le téléfilm Il est revenu. Ça, j'ai dû voir quand j'étais petit, j'en garde peu le souvenir. On se souvient tous de Pennywise de Tim Curry, qui est excellent d'ailleurs. Mais bon, d'ailleurs une version de ça qui était plus proche du bouquin, plus fidèle. Mais après la version c'est la même, quasiment la même que Fukunaga, à quelques variations près, mais Gripsou actuellement dans le film, la volonté de Fukunaga et d'Andy Muschietti, j'imagine, qui s'est approprié le personnage, c'est d'en faire une espèce de créature plus ancienne, qui se nourrit en fait chaque époque. Donc il va ajouter en fait un peu millénaire. Donc c'est un clown avec des fripes qui datent du siècle, mais avec des éléments qui appartiennent à différentes époques. Et le production, si l'acteur a changé et si le personnage était un peu plus bavard et beaucoup plus pervers, je trouve, dans le scénario de Fukunaga, là pour le coup le personnage je trouve que c'est pas mal aussi, ça fonctionne. Ça marche d'autant plus que moi le souvenir que j'ai du téléfilm, c'est que ça me faisait pas particulièrement peur alors que je suis une flippette, et que là je trouve quand même relativement flippant en fait. Le téléfilm est assez fidèle, mais c'est gentil, quoi, c'est un téléfilm. Parce que là le film il est rated R, non? Ouais, c'est rated. Et le moment où tu le comprends en fait, parce qu'au début c'est un peu mignon, et le moment où tu le comprends dans l'intro, tu vois, tu putain, ok, c'est un vrai film d'horreur, quoi. C'est pas pour les enfants. Vraiment frontal. La scène d'intro m'a un petit peu surprise aussi, parce que je m'attendais pas à avoir il y a des choses genre un gamin avec le bras arraché face caméra, et puis avec le bout de moignon qui était ok. Donc ça cartonne, ok, très bien. Non mais tu vois, c'est pas un truc de petit malin, parce que j'ai vu Mother il y a quelques jours où t'as de la violence très explicite, bien pire que ça, et là dans Mother c'est vraiment un truc de petit malin qui dit regardez. J'ai pas le courage d'aller voir un film. Enfin si, il faut toujours voir les films je pense, mais c'est. Ouais, mais pas au cinéma. C'est abominable et c'est assez douloureux, et en plus c'est irritant. Quand tu comprends la démarche d'Aronofsky, c'est très très irritant. Aronofsky mérite depuis un petit moment déjà. Mais moi dans Noé, je garde la séquence de création du monde que je trouvais très belle en timelapse. Dans Black Swan, il y a quelques beaux moments. Ouais, j'avoue, si on veut faire une demi-heure. Ok, moi il y a un truc que je voulais dire pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les enfants où c'est réussi. Moi j'ai flippé dans le film et j'ai pour une raison simple, je pense, et c'est quelque chose que je trouve souvent raté et que j'ai vu rater dans pas mal de films cette année. C'est que tu t'en branles les personnages. Et là, moi j'étais attaché aux personnages. Et du coup, dès qu'ils sont mis en danger, et ils sont mis en danger dans le film, je flippais quoi. Je disais non, je veux pas qu'ils meurent en fait. Je veux pas que ça. Et ça, je trouve c'est une grosse qualité du film. C'est-à-dire que tu as un film quand même relativement élégamment mis en scène. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça quand même. C'est Andy Muschietti. Franchement, il peut difficilement être totalement raté. Tu as quand même une histoire à la base de malade. Un scénario qui a été un petit peu mutilé, mais qui est quand même un bon scénario, celui de Fukunaga. T'as quand même un réalisateur derrière qui sait ce qu'il fait. Après,
c'est quelque chose qui a été récupéré, qui a été adouci. C'est-à-dire que le film à la base était beaucoup moins. Il y avait quelques jumpscares, quelques apparitions de ça qui étaient censées faire sursauter, mais il n'y avait pas la grosse tête en image de synthèse, il n'y avait quasiment pas de. Qui arrive de manière sauf à la toute fin. En fait, aussi, c'était beaucoup plus progressif dans les apparitions. T'avais pas la scène de diapositive. Tu l'aimes pas cette scène? C'est pas que je l'aime pas, c'est qu'en fait, pour moi, toutes les apparitions de ça sont un peu random dans le film, alors que dans le bouquin, elles sont thématiquement liées aux peurs profondes des personnages. Et là, elles arrivent un petit peu comme un cheveu dans la soupe, quoi. Le lépreux, c'est une espèce de truc en image de synthèse qui arrive dans le cadre. Celui-là, c'est pas terrible, mais il y en a qui fonctionnent. Enfin, par exemple, celle avec le gamin, tu sais, le gamin juif qui voit le tableau. Là. Ça, pour moi, c'est un problème, parce que ça, c'est une autocitation de Muschietti. Ah ouais? Parce que c'est le fantôme de Mama. D'accord. Et en fait, il n'est pas censé avoir peur de ce tableau. Par contre... on le comprend, là, qu'il en a peur, parce que dès qu'il rentre dans la pièce, il se qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est censé il est censé devenir un homme, c'est-à-dire qu'il a sa bar mitzvah qui approche. Dans le scénario de base, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme à poil en fait qui est en train de lui dire viens avec moi, tu veux voir le reste, tout ça, parce que il va se faire circoncire, il va devenir un homme, il va commencer. Et à un moment la caméra tourne derrière, et tu te rends compte qu'elle est complètement lacérée du dos, et quand elle commence à se lever en fait, tout en bas elle est complètement, elle a les os en fait, le bout de la peau qui sont arrachés, quoi. Mais cela dit, j'ai trouvé la séquence, moi, je me suis suffisamment terrifié pour qu'ils aient envie de laisser cette partie-là, quoi. J'avoue, les passages de flip en CGI, c'est pas que ça m'a sorti, mais le sound design principalement, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un film d'horreur, un film globalement avec une mise en scène élégante qui essaie de poser une ambiance, puis d'un seul coup, bam, on passe avec un montage son de bande-annonce avec des infrabasses, putain. Et le son qui coupe d'un coup. Littéralement plus des comptines d'enfants avec de la reverb ou des rires lointains, tout comme ça. Et à un moment, t'es là, mais les gars, c'est bon, quoi. Ça peut marcher sur une bande-annonce pour appâter le chaland. Et là, gros coup d'infrabasse avec. Et puis le truc qui arrive comme ça. En plus, le clown qui se met à courir, il y a 2-3 plans qui sont quand même assez ridicules, en fait. Moi, il y en a qui sont super laids au niveau de l'intégration, je trouve, CGI. Hein. C'est où il est en train de danser, là. Ah putain, c'est atroce. Hein. Ouais. Il y a un moment, je pense qu'il y avait un gif en fait qui circulait sur Facebook. Je suis tombé dessus et je pensais que c'était les mecs en fait qui s'étaient amusés à stabiliser en fait la tête de Gripsou et je trouvais l'image rigolote, quoi. Je trouve ça c'est complètement con, mais pourquoi pas. Du coup, et en fait c'est dans le film. C'est vraiment comme ça, quand ils dansent là. Quand je suis dans le truc, putain merde, ils ont vraiment stabilisé sur la tête puis tu le vois danser. Après, tu peux te cacher derrière l'excuse et dire c'est un clown, donc de toute façon il y a ce côté comique et un peu absurde, tu vois. Mais c'est un peu burlesque. C'est-à-dire que c'est plus un côté pervers en fait qui est censé y avoir. Il n'est pas censé être vraiment burlesque comme le Gripsou en fait du bouquin et du scénario Fukunaga. C'est une sorte de pédophile en fait. Hein. Oui, non, on le comprend quand même. Oui, quand même. Il le dit plusieurs fois dans le scénario. Il adore quand les gamins, il les trouve plus délicieux quand ils sont effrayés. Ouais. C'est évoqué dans le film, mais là c'est pour sa survie, c'est pas pour le plaisir en plus. Là c'est pour sa survie, alors que dans le bouquin tu sens qu'il prend un pied monumental, il est beaucoup plus bavard. Il s'adresse de temps en temps quand même, quand il les prend, tu vois, ça arrive de temps en temps qu'il s'adresse à un en particulier et qu'ils lui disent alors... Là, je trouve ça beaucoup plus insidieux dans le scénario, alors peut-être parce que c'est dans les didascalies aussi, et je sais pas comment ça aurait pu être traduit dans le film. Mais il y a par exemple Georgie, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il est à la fois terrifié et à la fois intrigué par le clown. Georgie, c'est lequel? Georgie, c'est le petit gamin, c'est le frère de Bill, qui se fait bouffer au tout début. Et même dans le bouquin, c'est Stephen King, donc c'est quand même très 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 insidieux, quoi. C'est que la créature se nourrit vraiment, mais... Tu veux dire que c'est explicité ou... Ne me dis peut-être pas trop non plus, parce que ça m'a pas mal donné envie de lire le bouquin. Faut le lire de toute façon, je pense, même en te spoilant, même en voyant le truc, tu te spoiles pas grand-chose, parce que la structure du bouquin est très différente. Moi je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire sur le deuxième parce que la partie avec les adultes me semble pas être assez... Enfin, il y a moyen de faire un film mais sans les flashbacks ça va faire bizarre quand même. Ah parce que du coup tu penses que le prochain film sera sur les adultes? Ah oui c'est ça normalement. T'as une partie, le premier c'est avec les enfants. C'est ces gamins-là qui seront devenus adultes. C'est eux qui sont devenus adultes 27 ans plus tard et d'ailleurs il y en a un, je vais peut-être spoiler mais il y en a un qui apprend la nouvelle dans le bouquin. Et en fait, il y a un long chapitre qui raconte sa vie, la rencontre avec sa femme, donc tu suis sa femme, etc. Ils essaient d'avoir des enfants, mais ils peuvent pas. Et lui se dit, c'est ma faute, je sais pas pourquoi, mais c'est ma faute. En fait, c'est lié au fait qu'ils ont rencontré ça. À partir du moment où ils n'ont pas tué, ils sont pas sûrs de l'avoir tué, ils sont pas adultes. Donc ils ne peuvent pas avoir d'enfants eux-mêmes. Ils ne peuvent pas assumer. Parce qu'ils ont encore peur, quoi. Voilà, ils sont toujours des enfants. Tout recommence avec le meurtre d'un homosexuel, en fait, qui était de passage dans la ville. Et son compagnon affirme avoir vu, il dit vous n'allez pas me croire, vous allez me prendre pour un taré, mais on a vu sous le pont, on a vu un clown
Et il y avait des ballons partout avec marqué I Love Derry dessus, et en fait c'est ça qui se réveille, quoi. Et c'est dommage quand même, parce que moi du coup ces acteurs j'avais envie de les revoir, j'espère que dans la suite ce soit avec les mêmes, vu qu'il y a quand même... je sais pas, il y aura peut-être des flashbacks, apparemment il y aura aussi des flashbacks des années 80. Ça peut être laborieux, quoi. Je pense que la structure du livre est franchement très difficile à transposer, je trouve que ça marche bien pour le premier film de rester avec les gamins. Pour le deuxième, d'être avec les adultes, je suis un peu circonspect, mais je sais pas, après il faut voir qui écrit le scénario, il faut voir... Parce que là, quand même, le scénario doit énormément à Fukunaga. Ouais. Malgré quand même des changements majeurs. Le final, par exemple, était beaucoup plus... c'était quasiment de la fantaisie dans le scénario de base. Ah oui. C'est que le passage dans les égouts, il traversait un espèce de lac, il se faisait poursuivre par une espèce de monstre à tentacules. Enfin, c'est pas loin du Seigneur des Anneaux, en fait. C'est pour ça qu'ils ont changé son truc, ils se sont dit que ça coûterait trop cher. Je pense pas que ce soit un problème de budget, en fait. Je crois que c'était vraiment... Le film était un peu plus poisseux, en fait, de base. Et ils se sont dit, ça va être un petit peu trop pour les gens. Là, t'as l'impression qu'ils ont jeté les dés, ils se sont dit, on va essayer de modifier 2-3 trucs, histoire de casser un peu le script tel qu'il était, et puis voilà, quoi. Ah, mais c'est vrai que t'as des séquences que je vois venir où je me dis, mais attends, mais pourquoi ça vient à ce moment-là? Et du coup, quand elle marche, tu passes outre, en fait. Mais il y en a qui marchent pas. Il y a des choses qui... c'est compliqué, parce qu'il y a des choses aussi qui comment dans le scénario de Fukunaga, qui n'adaptait pas, qui trahissait un peu le bouquin, enfin pour mieux adapter, et du coup dans le film fini il y a des choses qui ont été remises à leur place. Par exemple à la toute fin, quand Bill se retrouve face à son petit frère et lui colle le fusil à air comprimé, ça se passe après le combat avec ça, alors que dans le film ça se passe avant. Ouais, je trouve que c'est un bon choix d'avoir repris ce dans le bouquin, parce que là du coup c'est plus flippant, parce que au moment où il tire, tu sais pas que c'est son petit frère, tu sais pas que c'est le clown. T'as un doute, mais t'es pas sûr. Mais j'aimais bien l'idée aussi moment de flottement où t'es oh merde. Et au final là qui se transforme du coup à la fin du coup c'est pas pour les convaincre, c'est qu'il va absolument leur faire peur et qui se transforme en le père qui viole sa fille, quoi. Alors il influence les adultes. Non, mais il prend la forme du père de Beverly à la fin pour essayer de lui faire peur, parce que c'est sa dernière arme, et qu'elle a pas peur puisqu'elle s'en est déjà affranchie, quoi. Ouais, alors Beverly c'est pareil, c'est un problème, je pense, la fin, le fait qu'elle se fasse kidnapper, qu'elle se fasse réveiller par un baiser. Enfin, c'est le personnage le plus fort. Du coup du baiser un peu. C'est un peu tiré vers les cheveux. La scène, c'est vraiment histoire de raccorder avec l'histoire d'amour avec Belch et le triangle amoureux entre Bill, Belch et Bev. Mais c'est vachement mis en avant, alors que finalement on s'en branle un peu, quoi. C'est bien, c'est sympa parce que tu vois les personnages fréquenter entre eux. Ça fait puis c'est un truc sur l'enfance, tu vois, ça marche un peu comme. C'est leurs premiers émois, tu t'identifies un peu, parce qu'à cet âge-là, avec les hormones qui commencent à péter un peu partout, forcément. Oui, puis tu reprends ce truc. Ça prend un petit peu trop de place à des moments où ça devrait pas, je trouve, notamment la séquence où il nettoie la salle de bain, il commence à dragouiller, tu te dis c'est pas le moment les mecs, quoi, vous êtes en train de nettoyer une salle remplie de sang. Et là c'est pareil, le coup du baiser, t'es là, non, ça c'est la scène que je retire le plus, en fait, que je trouve... surtout ils en font une espèce de le stéréotype actuel décrié dans le monde des jeux vidéo, on parle de la demoiselle en détresse. Non pas que ça me dérange de base, je veux dire, après tout, pourquoi pas, on peut bien faire des trucs de chevalier au premier degré avec... Mais bon, quand tu présentes le personnage comme le plus intéressant, celui qui est le plus proche finalement de l'âge adulte, ils sont tous en fait au bord de l'âge adulte, et plutôt que d'y aller progressivement, en fait, ils vont se prendre un grand coup de pied au cul et ils vont grandir trop vite, en fait, tous. Ouais, mais c'est que leurs parents les empêchent de devenir adultes, et ils doivent le devenir eux-mêmes. Ouais. Mais Beverly, pour le coup, c'est celle qui est peut-être le plus proche, parce que son père, c'est très c'est même à peine suggéré dans le film. Son père ne la viole pas, mais en tout cas la menace plusieurs fois, et il dit maintenant t'es une femme, tout ça. Vu comment elle est terrifiée par lui, et dans le scénario tu comprends qu'elle s'est jamais fait agresser, mais qu'elle s'est fait battre, agresser sexuellement, mais qu'elle s'est fait battre plusieurs fois. Donc je pense que le film est une version adoucie du scénario de Fukunaga, mais il reste encore suffisamment du script original pour que ça vaille le coup. Même si l'interprétation du clown est intéressante, je la trouve assez en retrait par rapport à ce qu'il est censé être. Je trouve qu'il dialogue pas avec les gamins, il est pas assez... T'as pas l'impression que c'est une personne, t'as vraiment l'impression que c'est une bête, quoi. Et que là ils disent en plus, ils accentuent le truc sur, ils matérialisent leur peur finalement, donc c'est une chimère. Oui, c'est ça, c'est plus une chimère, alors que c'est un vrai personnage dans le scénario de Fukunaga, et dans
dans le bouquin, quoi. Bah là, ils ont fait le choix de se centrer sur les gamins. Peut-être qu'ils ont vu Stranger Things et qu'ils se sont dit que ça plaisait aux gens, tu vois, de mettre des gamins dans les années 90. Mais Stranger Things, c'est une version des années 80 qui n'existe pas. Oui, c'est cet univers. C'est un univers parallèle, en fait, qui se passe où tout est doudou, où tout ce qu'on aime maintenant a été super cool à l'époque. C'était déjà cool à l'époque. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, en fait. Ça, c'est le fantasme de ceux qui n'ont pas vécu les années 80, mais c'était pas mieux avant. Et surtout, dans Stranger Things, les gamins, t'en as rien à péter. Moi, j'ai pas vu entier. Moi, j'en avais pas rien à péter. Je me suis arrêté au 3e épisode parce que les gamins, j'ai envie de les frapper les uns après les autres. Et c'est des stéréotypes sur place, quoi. Sur pattes, t'as le petit gros, t'as le petit machin, mais sur qui jamais. Enfin, bon, j'ai vu que 3 épisodes. Parce que l'amitié prend de la consistance un peu, je trouve, quand même, au fur et à mesure. Moi, j'ai eu en l'occurrence. Dans ça, je trouve que ça, c'est un peu le roman matriciel de gamin en vélo des années 80, Exploitation, tu vois. Bon, dans le bouquin, ça se passe dans les années avec Stand By Me, oui. Et de Stephen King aussi, d'ailleurs. Chef-d'œuvre la nouvelle et chef-d'œuvre le film aussi. J'ai vu que le film, mais chef-d'œuvre. La nouvelle est vachement bien aussi. The Body, vraiment, le film est dans le truc passage à l'âge adulte, ça se pose là, quoi. C'est incroyable. Il y a des choses aussi, pour le groupe d'enfants en tout cas, qui se recoupent un peu avec ça, quoi. King a ses obsessions, donc que ce soit avant ou après, il n'y en a pas forcément un qui lui a inspiré l'autre, c'est juste que c'est ces thématiques récurrentes. Voilà. Quoi. Mais je trouve que ces obsessions se retrouvaient plus dans le scénario de Fukunaga, une espèce de sillon d'histoire qui traverse Derry et qui empoisonne les époques. Je trouve ça beaucoup mieux retranscrit dans le scénario que dans le film. Mais après, c'est peut-être que c'est dur à retransmettre au cinéma parce que tu vois, Shining avait ce même problème, c'est-à-dire que ce même gros décalage par rapport au bouquin, c'est que le méchant dans le film de Kubrick, c'est Jack Torrance. Alors que dans le bouquin, c'est l'hôtel. Le film est beaucoup plus psychologique. À la fin de Shining, t'as carrément des monstres géants, t'as l'hôtel qui commence, t'as la chaudière qui se met à hurler. C'est ça. C'est beau. Et d'ailleurs, Stephen King a détesté le film de Kubrick. Il a préféré le téléfilm que j'ai vu qui était. Mick Garris, c'est ça. Qui a chié. C'est gênant, quoi. Mais bon, après, il a des goûts de chiottes généralement sur les adaptations de Stephen King. Tu sais ce qu'il a pensé de ça, du coup? Il a beaucoup aimé. Je sais pas ce qu'il a pensé par contre de La Tour Sombre. Je pense qu'il a dû trouver ça. S'il est relativement raisonnable, je pense qu'il a dû trouver ça à chier. Ok, voilà. Bon, on avait dit 30 minutes, on est à 47. Voilà. On va conclure, Julien. Du coup, c'est un film d'horreur avec des défauts, plutôt réussi et qui vaut le coup d'être vu. Je pense que ça aurait pu être mieux. Je pense que ça a été castré comme projet. Mais c'est un film R-rated, c'est plutôt bien branlé. C'est une adaptation d'un roman qui est quand même pas évidente. Les personnages sont intéressants. Ça fait un peu de bien quand même de voir des films comme ça. Même si on est quand même très loin de l'adaptation définitive de ça. C'est cool, ça veut dire qu'il reste encore une bonne adaptation à une adaptation parfaite à faire. À lui, si on peut conclure, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait en série, mais en film, j'ai du mal à concevoir ça en film. Et surtout, tu vois, c'est Hitchcock qui le dit dans le bouquin avec Truffaut. Il parle de Dostoïevski par exemple, il dit moi j'ai pas envie d'adapter Crime et Châtiment, il est définitif ce bouquin. C'est ça, oui aussi. Qui suis-je pour apporter quoi que ce soit à une œuvre définitive? Donc voilà. Merci Julien pour ta participation. Et je dirais bien d'aller s'abonner, tout ça, de liker mes trucs, mais je me dis que votre temps de cerveau disponible, je préfère l'utiliser pour parler de cinéma que pour tapiner. Non, c'est bien de tapiner un peu. Mais j'arrive pas à le faire, je sais qu'il faut, mais j'arrive pas. Abonnez-vous en sortant du ciné à Monsieur Bobine. Et puis donnez-nous des sous aussi, plein. Pas en demander trop.